Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Bertrand Alliot. Vous venez de publier Comprendre l'incroyable écologie aux éditions Salvator. Vous êtes Bertrand Alliot, ingénieur maître en gestion de l'environnement, porte-parole de l'association Action Écologie. Vous avez travaillé très longtemps, enfin vous continuez de travailler dans ce domaine. Vous avez été aussi, on peut le dire, carrément victime d'une véritable chasse aux sorcières pour avoir organisé un colloque. Vous l'avez payé de votre vie professionnelle puisque vous étiez à la direction d'une université et puis le président a décidé de vous mettre de côté. C'est un résumé un peu rapide. Oui, mais c'est absolument ça. J'ai perdu mon travail à l'université. Enfin, en tout cas, j'ai été démis de mes fonctions de direction. Alors, en France, on est démis de ses fonctions. Non pas. Alors, c'est incroyable parce que quand on dit être démis de ses fonctions, il y a quelques années ou il y a quelques décennies, on aurait pensé à quelqu'un pour des attouchements sexuels, pour avoir volé dans la caisse. Là, c'est simplement pour avoir fait un colloque qualifié de climato-sceptique. Ça en dit long sur l'état d'esprit de la liberté d'expression en France. Oui, c'est incroyable. En fait, pour bien comprendre, c'est que je travaille dans une université, effectivement, mais dans l'administration de l'université en plus. Donc, j'ai pas de fonction de définition de quoi que ce soit sur la politique de l'université. Vous voyez, entre la femme de ménage et moi, il n'y a pas vraiment de différence il y a une différence de degré, mais pas de nature, quoi. C'est un travail administratif, quoi. Et donc, en plus, c'est un délit d'opinion par rapport à ce que je raconte sur l'écologie en dehors de mes activités professionnelles. Donc, c'est ça qui est tout à fait spectaculaire dans ce cas-là. Mais bon, l'université est devenue, l'empire du politiquement correct, de l'écologiquement correct, parce qu'en fait, ces questions d'écologie ont pris au fur et à mesure des années une place très très importante. Et si vous n'êtes pas dans la doxa, même en dehors de vos activités professionnelles, eh bien, vous êtes puni. C'est incroyable. Ce qui évidemment amène au fond de votre ouvrage à faire ce parallèle avec quelque chose de très religieux. Si on n'est pas dans la doxa, on est puni, on doit respecter les grands prêtres, il y a la question du salut, le salut viendra de sauver la planète, évidemment, comme dans les religions. J'ai même envie de rajouter, ça c'est pas dans le livre, il y a même le ramadan et le carême, finalement, en quelque sorte, à travers la privation. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect puisque l'écologie développe beaucoup l'idée de la sobriété. Il faut être sobre pour pas détruire la planète. C'est une idée qui est reliée à celle de la décroissance finalement. Donc, en effet, on est là-dedans. Donc, il y a une espèce de religion. Oui, c'est en tout cas une de mes thèses dans ce livre. J'essaie d'expliquer qu'est-ce que l'écologie, comment on peut la comprendre de façon assez simple, comment elle est apparue, qu'est-ce qu'elle est exactement, et puis pourquoi elle a pris tant d'importance et pourquoi, à mon avis, elle va un peu disparaître. Et en fait, au fond du problème, il y a quand même cet aspect un peu mystique, et vous parliez du salut, effectivement, c'est aussi un des thèmes du livre, c'est que l'écologie, elle veut sauver l'humanité. C'est ça quand même le but, parce qu'elle pense qu'il y a une crise écologique qui va tout détruire, quoi. Et donc, logiquement, elle est dans le salut de l'humanité, quoi. Comme les religions sont dans le salut de l'âme, etc. Puisque les religions posent la question de la vie après la mort, quoi. C'est la question du salut. Et donc, on est là-dedans, effectivement. Et donc, l'écologie va produire naturellement de la religion, même si c'est pas uniquement cela, ou de l'idéologie, bien sûr, puisque l'idéologie, c'est une religion sans Dieu, on pourrait dire ça comme ça. Justement, il y a beaucoup d'autoritarisme même en ce moment dans l'écologie, d'interdiction. Est-ce aussi peut-être parce que intellectuellement, les racines de l'écologie, ça on l'oublie très souvent, sont quand même nées à l'extrême droite, à l'extrême droite. Ouais, alors là, moi je conteste un peu ça. Ça dépend ce qu'on entend par écologie d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est un souci pour la planète, pour moi, et l'admiration pour la nature. Ça existait un peu chez tous
comment dire, dans tous les camps, j'allais dire. Alors c'est vrai qu'à droite, on aime bien l'imaginaire conservateur. La pureté, lutter ça, contre le mélange, voilà. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Ce sont les racines un peu, finalement. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des choses comme ça. Et moi, je relis, donc mais quand même, il y a deux écologies qui s'opposent un peu. Ce que j'appelle dans le bouquin l'écologie de l'enracinement, on peut dire l'écologie de droite ou d'extrême droite, comme on veut. Ça n'a pas d'importance, les termes pour moi, ou l'écologie de l'émancipation de la gauche, quoi. C'est-à-dire toujours relier les thèmes environnementaux à des marqueurs qui soient de droite ou de gauche. Alors l'écologie de l'émancipation, c'est associer l'écologie à toute la théorie de la déconstruction. Par exemple, on veut toujours déconstruire les individus, c'est-à-dire cette fois il n'y a plus de racines. Et donc on trouve aussi une écologie à gauche. En tout cas, l'écologie pour moi est née à peu près au 19e siècle sur un souci de la nature. On a eu l'intuition que détruire la nature ou la transformer, plus exactement, allait nous jouer des tours et allait créer des rétroactions qui vont mettre en danger les sociétés humaines. Et donc, si on est en danger de mort, il faut des politiques de salut public, donc des politiques radicales, quoi. C'est ça l'écologie, c'est un diagnostic de crise, premièrement. Ça va très mal, il faut qu'on s'en... Et deuxièmement, il faut qu'on s'en sorte par des politiques radicales, puisque c'est comme quand il y a une guerre, si vous voulez, quand vous avez des chars qui traversent la frontière, il faut obligatoirement sonner le tocsin, et c'est l'état d'urgence qui doit être déclaré, quoi. Donc les écologistes veulent ça, quoi. Alors Bertrand Alliot, je suis tenté de vous demander n'est-ce pas une erreur que de politiser quelque chose qui devrait être finalement naturellement au fond de nous? Vous êtes marin, vous naviguez sur la Méditerranée, vous avez une bouteille en plastique qui traîne, naturellement, que vous soyez politiquement écolo ou pas écolo, vous ramassez cette bouteille. Vous êtes un élu local, un petit élu local. On vous propose un projet qui va s'aborder l'entrée de la ville ou qui va enlever quelque chose de naturel au bien confort naturel historique de votre village. Naturellement, vous allez vous y opposer. L'écologie n'est-elle pas au fond de nous? Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, mais moi, je fais une différence entre ce qui concerne l'environnement et ce qui concerne l'écologie. L'environnement, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, qui a un peu disparu. Avant, par exemple, vous aviez un ministère de l'environnement. Aujourd'hui, vous avez un ministère de l'écologie. Et ça, c'est très significatif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écologie, c'est ce diagnostic de crise et cette nécessité de faire des politiques radicales pour se sortir de la crise. Mais ça concerne deux thématiques essentielles aujourd'hui. C'est les histoires climatiques et les histoires de biodiversité, pour faire simple, des fondements de la biodiversité. C'est les deux thèmes qui nourrissent le catastrophisme aujourd'hui. Et ça, c'est les thèmes écologiques. Vous voyez, l'écologie, c'est toujours quand on est dans cette forme de crise et donc de catastrophe. Et par contre, vous avez à côté tout ce qui est de l'environnement. En fait, l'environnement, c'est la prise en compte des pollutions, des nuisances et des risques. Et ça, on n'est plus dans l'écologie, finalement. On est dans ce qui existait d'ailleurs il y a une 50aine d'années, et un peu moins même. C'est ce que vous dites, par exemple, quand on va ramasser les déchets plastiques, quand on va gérer les déchets, par exemple. Je sais pas, moi... traiter l'eau pour qu'elle soit buvable, etc. Là, on est dans les thèmes environnementaux, mais vous voyez que on parle plus de ces sujets environnementaux dans les médias. On parle que des sujets que j'appelle écologiques, qui nourrissent le catastrophisme, encore une fois, et qui sont le climat et la biodiversité. Donc, vous voyez, je fais cette différence entre écologie et environnement. Donc, l'écologie, c'est l'affaire des fous qui croient à la fin du monde, qu'ils soient de droite ou de gauche. Bon, souvent à gauche, il faut bien le dire. Beaucoup plus important. On voit avec LFI, les Verts, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les sujets environnementaux, mais qui concernent tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que la droite est plus critique de l'écologie telle que je la définis. Et voilà, quoi. Alors, donc, vous définissez comme un rassuriste. Ah, j'aime beaucoup ce terme. Ça, c'est nouveau, hein, comme terme. Je l'avais jamais entendu. Rassuriste. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais sur l'écologie qui est catastrophiste. Donc, moi, je ne le suis pas catastrophiste. C'est-à-dire, je ne pense pas que
l'humanité va s'effondrer à cause des problèmes de climat ou de biodiversité, par exemple. Je pense pas que ce soit le cas. L'humanité peut s'effondrer pour tout un tas d'autres raisons, mais en tout cas, celle-là, ça me semble un peu... Voilà. Et donc, je suis sorti de la matrice écologique, on va dire, pour être rassuriste, oui, et donc reparler des problèmes d'environnement. Des problèmes un peu sérieux sur lesquels on peut faire quelque chose. Parce que croire qu'on va pouvoir modifier le climat avec nos petits bras musclés, c'est un peu compliqué. Même impossible. On voit les résultats nuls qui sont obtenus par nos gouvernants sur ce sujet-là. Ils n'ont jamais réussi la moindre chose sur la baisse du taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc, les milliards dépensés, les centaines de milliards dépensés sur les histoires climatiques n'ont donné absolument aucun résultat. Donc, je suis rassuriste. Oui, je pense que la catastrophe n'est pas à nos portes et j'essaie de le démontrer en critiquant un peu les éléments de langage écologiste. Et puis, je suis pas le seul. Il y a par exemple, il y a des gens comme Sylvie Brunel qui est attaquée aussi parce qu'elle est rassuriste, la géographe. Mais aujourd'hui, vous avez aussi François de Rugy, l'ancien ministre de l'écologie, ancien militant écologiste, qui aujourd'hui, on peut dire aussi un rassuriste. Bien en plus, il est voisin. Voilà. Mais oui, c'est un rassuriste. Mais oui. N'est-ce pas de tous les temps que l'homme a de toute façon voulu changer le climat quand les pharaons faisaient des offrandes aux dieux pour que le climat change? Là, comme les pharaons, on fait pas des offrandes aux dieux, on fait des taxes et des impôts. Hein. Mais c'est un peu pareil. Oui, c'est un peu ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un peu aberrant, mais c'est le même genre de mystique, en fait. C'est pour ça que tout ça là est très mystique. Donc, pour comprendre l'écologie, il faut faire un peu d'anthropologie, quoi. Pourquoi les sociétés humaines, comme ça, s'enferment dans des peurs complètement irrationnelles, où ils finissent par faire absolument n'importe quoi. Ce n'est pas rationnel, ce qui se passe. Donc, c'est mystique, donc c'est d'une certaine manière religieux, idéologique, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça dépasse, c'est anthropologique, quoi. Donc c'est très étrange ce qui se passe. J'en avais aussi un peu parlé dans mon premier livre, l'histoire naturelle de l'homme. Alors c'est un délit, on vous sanctionne presque parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, faut pas l'oublier, en étant rassuriste. On doit être rassuriste dans certains domaines et alarmiste dans certains domaines. Finalement, on a presque une table du politiquement correct. Si sur la question, par exemple, de la menace russe, vous êtes rassuriste, là, vous êtes dans le mauvais camp. Là, il faut être alarmiste. Sur la question de l'immigration, si vous êtes alarmiste, là, non. Là, vous êtes dans le mauvais camp. C'était la mauvaise case. Là, faut être rassuriste. Sur la question de la dette, tiens, faut faire payer les riches, il n'y a plus qu'à dépenser de l'argent. Si vous êtes alarmiste, là aussi vous êtes dans la mauvaise case. Faut être dans la case rassuriste. On trouvera toujours des riches pour payer. Vous voyez, on a des cases finalement dans notre vie quotidienne. Oui, c'est pas faux parce qu'il y a des sujets un peu tabous, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'être. Il faut, les sociétés humaines ont besoin il y a le mainstream, comme on dit aujourd'hui, et si on s'écarte de ça, on est mal vu, quoi. Mais il y a toujours des individus un peu comme nous, j'allais dire, qui avons un pli de l'esprit un peu différent et qui sont un peu des révoltés de nature. Et donc, on essaie on voit pas comme la foule, quoi. Et là, il y a la foule un rôle très important. Mais je dirais que quand même sur cette question, vous parliez de l'immigration, ça a changé quand même. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait dire autrefois. Vous êtes d'accord? Et par exemple, oui, mais après, le rôle peut-être d'un journaliste, par exemple, n'est ni d'être alarmiste ni d'être rassuriste, c'est d'écouter les rassuristes et les alarmistes. Voilà, de penser, peut-être, certains vont dire, il y a réellement un problème d'immigration, mais ce problème ne menace pour autant pas notre identité. Voilà, c'est à chacun après de se faire son opinion. Est-ce que le problème, c'est que dans tout ça, le débat n'est même plus possible? En tout cas, je trouve que sur les sujets, sur l'immigration par exemple, ça a un peu changé. Donc les débats deviennent possibles. Il y a des sujets sur lesquels c'est très difficile aujourd'hui, et notamment l'écologie est parce que je me suis fait virer de mon poste à l'université pour des mauvaises pensées écologiques. Mais il y a eu dans le même temps des cas assez célèbres à Lyon, notamment, où un prof sur la question de la Palestine, d'Israël, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais ça a fait un buzz monumental et tous les gens de droite l'ont défendu de façon incroyable. C'était un peu la même histoire que moi, sauf que là, c'était sur les histoires d'immigration, pour faire simple. Et il a eu beaucoup plus de soutien, donc c'est moins tabou maintenant à droite de défendre des gens
qui sont critiques de l'immigration que sur l'écologie, où c'est encore très difficile d'être. Je me suis fait, par exemple, pour une autre radio, on peut même la citer, c'est Radio Notre-Dame. Oui. Ils m'avaient invité à la matinale, et puis le soir même, j'ai été déprogrammé du jour au lendemain. Sans raison apparente. Bon, j'ai fait faire une petite enquête, mais il s'avère que c'était à cause de ce... Il n'assumait pas de recevoir quelqu'un qui était rassuriste, finalement, qui avait des discours un peu différents dans la presse. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, quoi. Donc, sur les questions de l'écologie, il y a vraiment des tabous encore plus importants que sur certaines questions où on commence à se détendre un peu, quoi. C'est incroyable. Votre livre s'appelle Comprendre l'incroyable écologie, c'est aux éditions Salvator, Bertrand Alliot. Vous terminez votre analyse finalement en disant que les choses commencent à changer et vont d'ailleurs changer. Qu'est-ce qui vous incite à penser cela ? Oui, alors pourquoi je pense cela ? C'est assez simple, c'est que les mesures écologiques, notamment le pacte vert européen, nous demande des efforts absolument colossaux. Il faut faire la neutralité carbone à l'horizon 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut qu'on retourne dans la forêt très très vite pour obtenir ces résultats. Sinon, c'est impossible. Et donc, on commence à rentrer dans les formes de décroissance. Vous voyez une montée des prix très importante de l'électricité, notamment à cause de mesures écologiques délirantes. On a vu les gilets jaunes sur la taxe carbone. On a vu les ZFE, etc. Tout ça est lié aux délires écologiques. Et donc, ça pèse de plus en plus sur les citoyens et sur l'État, bien sûr. C'est encore une fois des centaines de milliards d'euros dépensés sur ces questions-là sans avoir aucun résultat. Je le répète encore une fois, mais c'est très important de le comprendre. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans une crise monétaire et financière très importante. L'État est endetté de façon vertigineuse. Et en fait, nous n'avons plus les moyens de mener cette politique écologique dispendieuse et délirante. Et donc, c'est la nécessité qui va faire qu'on va sortir de ces politiques écologiques de peur, de catastrophisme, etc. Et il y a une deuxième chose qui va nous permettre d'en sortir, c'est évidemment la situation géopolitique internationale. On est peut-être au bord d'une guerre en Europe, on ne sait pas, mais enfin, il y a quand même des tensions très très sérieuses. Et donc, en fait, ce qu'on voit arriver en Europe, ce sont des vraies crises parce qu'elles se sentent au quotidien. Vous voyez, la crise écologique, ça reste totalement, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'a pas eu le temps de développer là pendant cette interview, mais vous pouvez me lire ou regarder ma chaîne YouTube, par exemple, Écologie à l'endroit. En tout cas, cette crise est un peu invisible, quoi. Par contre, la crise financière, là, ça va nous faire mal et tout de suite, immédiatement, et tout le monde va le ressentir. De même que si on a des problèmes géopolitiques, de conflits armés, on va le sentir passer immédiatement. Donc, il y a des vraies crises qui se matérialisent et on va devoir investir pour se défendre d'une certaine manière. Et contrairement à la crise écologique qui n'est pas là, quoi. Et donc, il y a des problèmes environnementaux, mais il n'y a pas de crise écologique. C'est ce qu'il faut vos auditeurs doivent comprendre. C'était d'ailleurs la question que je voulais finir aussi avec là-dessus. Peut-être une divergence avec votre sous-titre « Analyse d'un écolo traître ». Mais justement, un traître serait celui qui irait contre les intérêts d'une cause dite écologique. Or là, c'est justement vous qui n'êtes pas traître. Finalement. C'est ce que l'on comprend aussi, puisque vous êtes un amoureux du maintien de la biodiversité. Vous dites pas on va tout saccager. Ouais, alors ça c'était une idée de l'éditeur, mais c'était de mettre ce sous-titre analyse d'un écolo-traître, parce que je me suis fait traiter d'écolo-traître et que je me suis fait, vous savez ce qui m'est arrivé, et donc c'est pour ça qu'on a mis ça. On aurait peut-être dû mettre des guillemets à écolo-traître, mais c'est pas moi mais bon, en tout cas je critique quand même l'écologie et je pense que je dis aussi qu'il faut sortir de l'écologie, c'est un peu en disant qu'il faut revenir au sérieux de l'environnement. Et c'est ça un peu, parce que si vous voulez maintenant, le mot écologie est trop teinté de catastrophisme. Et en fait, dès qu'on prononce le mot écologie ou écologiste, la température monte de 10 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça énerve tout le monde. Les gens ont mal au ventre. Donc il faut changer de mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux dire, je suis quand même un écolo-traître dans le sens où je dis qu'il faut sortir de l'écologie et revenir à l'environnement. Et donc c'est pour ça que le sous-titre c'est à la fois il est pas si mal choisi finalement, quoi.
Voilà. Bertrand Alliot, le livre s'appelle Comprendre l'incroyable écologie, analyse d'un écolo-traite, c'est en plus préfacé par la philosophe Chantal Delsol. Absolument, qui fut ma directrice de thèse. Et c'est publié aux éditions Salvator. Merci Bertrand Alliot de nous en avoir parlé. Merci. Je vous en prie.